Salut à tous, bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir dans ces studios, à la Voix de l'Amérique, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kaikwamba. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Isango. Madame, dimanche prochain, le 15 décembre, le président de la République démocratique du Congo et ses homologues de l'Angola, qui est le médiateur, mais aussi celui du Rwanda, vont se rencontrer dans le cadre du processus de paix initié par l'Union africaine, dont M. Joao Lourenço est le médiateur. On a l'impression que c'est une énième réunion. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Comment ça va se passer? Bon, déjà, ce n'est pas une énième réunion, puisque c'est une réunion des chefs d'État. Plutôt, il y a eu plusieurs réunions ministérielles qui ont précédé et qui vont continuer à précéder cette rencontre au sommet, si vous voulez. Et nos attentes et le travail que les ministres des Affaires étrangères ont abattu pendant les dernières réunions et les dernières rencontres ministérielles étaient justement de travailler sur une proposition d'un accord qui contribuerait à améliorer les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et donc, le point principal, évidemment, c'est la situation qui prévaut au Nord Kivu et le besoin de mettre fin à ce conflit armé. Et donc, une grande partie de l'accord qui va être sous examen et qui va être présenté aux trois chefs de l'État se penche justement sur cette question des tensions au Nord Kivu et du besoin d'un désengagement des forces armées rwandaises de la République démocratique du Congo. Une énième parce qu'il y a eu d'autres réunions, d'autres sommets du genre à Luanda et ailleurs. Il y a 3 semaines, presque, vous vous êtes rencontrés avec vos homologues de l'Angola et du Rwanda. Vous avez mis sur pied ce qu'on appelait les concepts d'opération. Mais hier, vous avez récemment, lors de votre intervention au niveau du Conseil de sécurité, accusé le Rwanda de saboter les mécanismes de vérification. Mais comment allez-vous implémenter, comment voyez-vous que ces concepts d'opération pourraient être implémentés? Donc il y a plusieurs étapes, si vous voulez, que nous avons parcourues le long de ce processus de Luanda. Des étapes très importantes. La première étape, c'était l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août. Une deuxième étape très importante, c'était la mise en place justement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé, un mécanisme constitué d'experts angolais, congolais et rwandais qui ont pour responsabilité de faire le suivi et l'évaluation du respect du cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 5 novembre. Et la troisième étape importante, le 25 novembre, était en effet l'adoption du concept des opérations. Donc trois étapes très importantes et qui justement sont des jalons qui vont contribuer, qui sont supposés contribuer à une réponse, si vous voulez, aux griefs des deux parties. Vous soulevez un point très important, à savoir la question du respect de ces engagements. Et c'est une question sur laquelle nous, en République démocratique du Congo, avons perpétuellement toujours insisté. Et donc, ce sera une grande préoccupation pour nous de voir comment les engagements qui sont pris dans le cadre d'un éventuel accord que les chefs d'État vont signer seront respectés. Et c'est là où nous prenons en témoin justement la communauté internationale, le Conseil de sécurité, tous ces acteurs, tous ces partenaires qui ont plaidé pour une résolution pacifique et diplomatique de la situation. Et donc, nous les responsabilisons aussi, parce qu'il est important que toutes ces parties prenantes se mobilisent aussi pour le respect des engagements qui auront été pris. Et c'est pour cela que le lundi, quand j'étais au Conseil de sécurité, j'ai attiré l'attention des membres du Conseil de sécurité sur le fait que le mécanisme de vérification était bel et bien en place, opérationnel depuis le 5 novembre, avec les éléments congolais, les éléments angolais, excusez-moi, mais justement que le Rwanda n'avait pas envoyé ses experts et que cela faisait, aujourd'hui cela fait 35 jours. Et donc, c'est justement le rôle du Conseil de sécurité, c'est justement le rôle de la communauté internationale, mais aussi le nôtre en tant que partie prenante, de mettre la pression sur tous les acteurs pour que les engagements qui sont pris soient respectés. Donc, la question sera sur la table. Après une réunion que vous avez eue récemment à Luanda, le Kigali avait démenti
avoir accepté un calendrier pour retirer ces troupes, justement, en vous pointant du doigt. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Est-ce que cette fois-ci, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un calendrier pour le retrait de ces troupes? Le concept d'opération est justement un document très technique, en fait, qui reprend les deux engagements principaux, à savoir du côté de la République démocratique du Congo, la neutralisation des FDLR, et du côté du Rwanda, le désengagement des forces. Et comme je dis, c'est un document technique, et donc il a aussi des jalons, et il a un élément de calendrier pour justement pouvoir être mesurable. Et donc ce contexte-là, le concept d'opération que nous avons signé, je ne vais pas divulguer tous les détails, mais il a un élément d'un calendrier, il a un élément d'une chronologie, et une chronologie justement qui est coordonnée par rapport aux deux piliers principaux, la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Le désengagement des forces, je sais que c'est une expression qui suscite qui n'est pas utilisé par Kigali. Kigali parle plutôt de la levée de mesures défensives. Le document parle d'une levée de mesures défensives du Rwanda, barre du désengagement des forces du Rwanda. Pour nous, la réalité est claire et ce n'est pas juste la réalité présentée par la République démocratique du Congo, c'est la réalité documentée par les experts des Nations Unies qui attestent la présence d'au moins 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Et donc, quand nous parlons de désengagement de forces, ce que le Rwanda appelle la levée de mesures défensives, en réalité, il s'agit en effet du désengagement de leurs forces de notre territoire. Je ne vois pas quelle autre force le Rwanda serait en train de désengager de la République démocratique du Congo. Quand le Rwanda accepte de mettre sa signature sur les concepts d'opération, vous avez parlé des 4000 militaires, cela voudrait-il dire que Kigali accepte finalement avoir des troupes sur le sol congolais? C'est la déduction que moi j'en tire, étant donné que le document parle d'un désengagement de forces. Et si le gouvernement rwandais s'engage à désengager des forces en République démocratique du Congo, il y a quelques options en termes des forces qu'il pourrait désengager. Il pourrait désengager la MONUSCO, ce que je ne crois pas. Il pourrait désengager les forces de la SADC, ce que je ne crois pas non plus. Il pourrait désengager les forces armées de la République démocratique du Congo, ce qu'il ne peut pas faire. Et donc, il ne reste plus que les forces armées rwandaises. Le Rwanda ne peut désengager que ses troupes du territoire congolais. Vous insistez sur le respect des engagements. Et du côté Kinshasa, on parle des FDLR. Où en êtes-vous dans ce processus de la neutralisation de FDLR? Longtemps, on a dit qu'ils n'existaient plus. Combien sont-ils aujourd'hui? Un aspect important du processus est justement qu'il va être lancé de manière conjointe. Donc, la neutralisation n'a pas encore commencé, tout comme le désengagement des forces n'a pas encore commencé. Nous sommes encore au niveau, si vous voulez, de l'entente politique qui ensuite sera avalisée dans l'accord final qui va être signé par les chefs respectifs. Et là, on entrera dans la phase, si vous voulez, opérationnelle. Donc, quand il s'agit de la question de la neutralisation des FDLR, un point important est que ce n'est pas la première fois que la République démocratique du Congo se prête à cet exercice. Les FDLR sont présents en RDC depuis 2 décennies au moins, et nous avons à plusieurs reprises mené des opérations. Ce qui veut dire que nous, quand nous regardons la question des FDLR, tout d'abord, c'est une priorité pour la RDC. Pourquoi ? Parce que les FDLR représentent une menace surtout pour les populations congolaises, les populations civiles congolaises. Le deuxième point qui est important, c'est qu'avec ces opérations de neutralisation, nous voulons mettre une fin définitive à la question des FDLR, au prétexte aussi avancé par Kigali des FDLR, et nous voulons aussi justement ne plus avoir à revenir sur cette question. Quand on a eu tant d'opérations de neutralisation, tant d'opérations militaires, mais aussi des opérations de sensibilisation et de retour volontaire d'FDLR qui ont accepté à être désarmés et rapatriés au Rwanda, il faut aussi admettre qu'il s'agit d'un résidu d'FDLR que nous traitons. Il ne s'agit pas des mêmes FDLR qu'il y a 20 ans. Un groupe armé... Un résidu qui risque de rester permanent en RDC? Non. Justement, c'est la raison pour laquelle nous nous engageons dans une neutralisation des FDLR pour ne plus avoir à gérer cette question, pour ne plus aussi donner ce prétexte-là qui est toujours instrumentalisé par le Rwanda. Toujours dans ce chapitre du respect d'engagement,
les côtés Kigali accusent aussi la Kinshasa de ne pas respecter ses engagements, notamment en utilisant des Wazalendo, qui est d'ailleurs le président Félix Tshisekedi, dont il a d'ailleurs salué la bravoure dans son discours devant les congrès. Alors, l'accusation d'utiliser des Wazalendo, je la trouve infondée. Les Wazalendo, de quoi s'agit-il? Il s'agit de civils congolais, il s'agit de patriotes qui se lèvent pour défendre leur patrie. Et c'est quelque chose, comme le président l'a dit aujourd'hui, de louable. Si Kigali a un problème avec cela, c'est le problème de Kigali. Voilà, vous êtes venu ici aux États-Unis, je sais que c'était dans le cadre du Conseil de sécurité, mais en janvier, une nouvelle administration va se mettre en place. Qu'est-ce que Kinshasa attend de cette nouvelle administration, surtout qu'on sait que des changements de la politique sont annoncés du côté américain? Nous nous attendons à ce que nos relations, qui jusqu'à présent ont toujours été excellentes avec les États-Unis d'Amérique, continuent sur cette même voie. Nous avons tous l'avantage, si vous voulez, d'avoir déjà eu à interagir avec une administration Trump. Donc, peut-être que l'équipe ne sera pas exactement la même, mais en même temps, nous pouvons, en rétrospective, quand même dire que pendant le premier mandat du président Trump, nous avions des excellentes relations. Et nous avons tout intérêt à ce que ces relations continuent dans la même dynamique et dans la même posture positive. En termes d'attente par rapport aux États-Unis d'Amérique, vous savez, il y a des projets importants qui ont été amorcés avec l'administration Biden, comme le corridor de Lobito, et d'autres efforts, y compris les efforts diplomatiques, y compris la mobilisation des États-Unis d'Amérique dans la recherche d'une solution durable à la crise à l'est de la RDC. Et donc là, nous avons aussi le souhait que l'administration Trump s'inscrive dans une continuité de ces efforts, dans une continuité aussi d'efforts qui répondent à des intérêts partagés. Le président Trump s'est prononcé sur beaucoup de crises internationales actuelles, au Moyen-Orient, la crise, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et la crise dans l'est de la RDC et dans un terme plus large dans la région des Grands Lacs est aussi particulièrement préoccupante, surtout à cause de ses répercussions humanitaires. Et donc nous espérons évidemment qu'il y aura de l'attention sur cette situation et la même mobilisation politique pour que le droit international soit respecté et pour que les États-Unis d'Amérique aussi s'investissent. Au-delà de cela, il y a beaucoup que les deux pays peuvent faire ensemble, beaucoup de partenariats, beaucoup d'investissements. Et donc nous nous voyons aussi dans cette perspective-là d'élargir, si vous voulez, le portfolio du partenariat États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo. Corridor de Lobito, le Congo a du mal à construire son port en eau profonde des bananas. Il y a beaucoup d'investissements dans ces projets. Pourquoi le Congo, la RDC, n'a pas négocié afin que ces ports soient finalement plutôt construits et que ces minéraux sortent plutôt par là? Parce que ce sont plutôt les autres qui peuvent plus en bénéficier. La République démocratique du Congo, je ne vous apprends rien de nouveau, est un grand pays. Nous ne pouvons pas développer la RDC avec uniquement une voie ou uniquement un corridor. Et donc, pendant que les travaux, et ils sont en cours par rapport au port de Banana, continuent et le potentiel est exploité, le corridor de Lobito s'ajoute dans un esprit de complémentarité. Tout comme nous avons aussi le corridor de Tazara, donc qui va de la RDC via la Zambie, de la RDC via le Burundi et la Tanzanie. Et donc il y a, dans un pays aussi grand que la République démocratique du Congo, nous n'allons jamais pouvoir nous développer en misant seulement sur un axe ou en misant seulement sur un type d'infrastructure. Et donc, le corridor de Lobito s'inscrit dans cette complémentarité-là et pas dans une logique d'exclusivité. Donc nous, en tant que République démocratique du Congo, nous avons tout intérêt à continuer à investir dans nos infrastructures et de ne pas les percevoir de manière limitée, mais plutôt justement rester ambitieux et investir dans une multitude d'infrastructures justement qui peuvent se compléter les unes et les autres. La RDC est depuis, je crois, plus d'un mois, membre du Conseil de l'ONU des droits de l'homme. Pourtant, elle continue et plutôt elle a levé les moratoires sur la peine de mort. Comment conciliez-vous cela? Est-ce que ça ne joue pas en défaveur de la RDC?
Être membre du Conseil des droits de l'homme, c'est évidemment une grande opportunité, un grand privilège pour nous et on s'est réjoui de notre élection. Mais participer dans ce genre de fora est aussi un processus. Et donc, je pense que tout le monde a le droit d'être candidat au Conseil des droits de l'homme, tout comme nous sommes aussi candidats au Conseil de sécurité. Cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais ça montre justement notre engagement et ça montre aussi notre souci d'améliorer notre situation des droits de l'homme et de contribuer à un contexte global et multilatéral justement qui s'inscrit dans la promotion des droits de l'homme. La question du moratoire sur la peine de mort, je sais qu'elle suscite beaucoup d'interrogations, mais en même temps, la RDC n'est pas une exception en termes de pays qui a fait ce choix, et ce choix a été fait tenant compte des circonstances actuelles, tenant compte aussi de la situation spécifique dans laquelle le pays se trouve, et cela n'exclut pas justement un engagement et un souci de respecter les droits humains, un souci de les promouvoir et un souci de les promouvoir aussi au-delà de la République démocratique du Congo et dans le concert des nations à travers les Nations unies. La toute dernière question, le président Félix Tshisekedi a lancé l'initiative pour le changement de la Constitution. En même temps, il y a des groupes ou des compatriotes qui ne sont peut-être pas d'accord. Pensez-vous que cela va apaiser la tension et amener à la fin de la crise, par exemple en RDC? C'est la dernière question. En quelques secondes. Vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce que je pense? Oui, cela va apaiser la tension en RDC, surtout que certains trouvent pour la question de légitimité comme raison, prétexte pour aller prendre des armes ou s'opposer au pouvoir. Là, en quelques secondes. Tout à fait. Le président de la République a, même aujourd'hui pendant son discours, a soulevé cette question de la Constitution, qui est une question tout à fait légitime. Chaque pays doit et peut se poser cette question-là, de voir si son cadre juridique, en particulier sa Constitution, répond aux réalités et aux ambitions de ce pays. Et il a été très clair par rapport à la procédure qui va être suivie. Il s'agit de mettre en place une commission, il s'agit d'avoir un processus participatif pour recueillir des avis et des suggestions. Donc il ne s'agit pas non plus d'un effort de changer ou d'une volonté de changer la Constitution de manière unilatérale, mais plutôt de promouvoir la réflexion dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des ambitions que nous nous sommes données, pour justement voir comment, si et comment améliorer notre cadre juridique et dans ce cas spécifique, notre Constitution, pour être à la hauteur de nos ambitions et à la hauteur de ce que nous devons à notre population. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.